Ça, c'est la Steam Machine, une petite console format GameCube à 1039€, toute mignonne avec sa petite LED bleue, qui promet de jouer à vos jeux PC sur votre télé, tout comme une PlayStation ou une Xbox. Parce qu'on l'a testé pendant plus d'une semaine, et autant vous le dire tout de suite, il y a du très bon, et il y a aussi du moins bon. Entre l'annonce qui était très excitante il y a moins d'un an et aujourd'hui, le monde a changé. Le prix auquel on s'attendait n'est malheureusement plus qu'un rêve lointain, alors est-ce que ça change la donne? Spoiler, oui. Vous pensiez que la première console de Valve était le Steam Deck? Eh ben non. Il y a plus de 10 ans, Valve avait déjà tenté le coup avec une gamme de produits qui s'appelait déjà Steam Machine, et qui étaient en fait des PC fabriqués par des constructeurs bien connus comme Zotac, Gigabyte ou Alienware. Bon, et si vous n'en aviez jamais entendu parler, c'est normal, ça a été, on peut le dire, un échec assez cuisant, et globalement totalement inexistant en France. En 2022, Valve lance sa première console portable, le Steam Deck, et là, pour le coup, c'est un succès. Alors oui, c'est une console portable, pas une console de salon comme la vision initiale de la Steam Machine, mais on peut dire que ça concrétise quand même pas mal la vision initiale de Valve pour la console qui fait tourner des jeux PC. Mais du coup, qui dit console portable dit contrainte. Puissance limitée, autonomie, qualité de l'écran et polyvalence du produit, plein de problématiques qu'on n'aurait pas sur une console de salon justement. Et donc voici la Steam Machine version 2026 qui se débarrasse de ses limites. Commençons par le design, et là je dois dire que c'est plutôt un coup de cœur. On a vraiment un mini PC tout cubique, enfin quasiment, puisqu'on a 15 cm sur 16 cm. C'est clairement une machine sobre qui fait pas kéké gaming, clairement. La seule petite folie, c'est cette bande LED qui s'allume en bas. Bon voilà, c'est quand même plutôt léger. Cette sobriété fait qu'on peut l'intégrer facilement sur un meuble TV ou sur un bureau. Normalement, ça devrait choquer personne. Au niveau des connectiques, à l'avant, on retrouve un port micro SD et également 2 ports USB-A. Derrière, on a également 2 ports USB-A en plus et un port USB-C, ainsi qu'un port Ethernet, le port d'alimentation, un port HDMI et un port DisplayPort. Donc, franchement, ça va, c'est plutôt bien loti. Et donc, au niveau de l'affichage, on est compatible 4K 120 Hz avec un taux de rafraîchissement variable, plutôt pas mal. Si vous êtes en manque de personnalisation, sachez que, la petite plaque à l'avant, elle est aimantée et amovible, et vous allez pouvoir la remplacer par des plaques tierces, avec le design que vous voulez, et d'ailleurs Valve fournit même les plans 3D pour imprimer en 3D vos propres plaques à mettre à l'avant de votre Steam Machine, plutôt sympa. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais la petite bande LED bleue en bas de la console peut changer de couleur et vous indiquer d'éventuels problèmes, un petit peu à la façon du Ring of Death sur la Xbox 360, ça commence à dater. Et tant qu'on parle du design, petit mot rapide sur la manette qui est vraiment pas mal. Vous ne serez pas étonné d'apprendre que Valve a travaillé la compatibilité du Steam Controller avec la Steam Machine. La manette n'a pas besoin d'un adaptateur sans fil pour se connecter à la Steam Machine en mode basse latence, parce que là je vous parle pas de connexion Bluetooth, mais vraiment d'une connexion 2.4 GHz bien rapide, zéro latence. Le module nécessaire à ça est directement intégré à la console et permet de connecter jusqu'à 4 Steam Controllers en simultané. Toutefois, attention, la première association nécessitera de se brancher en filaire, et après ça sera sans fil. Cette manette, malgré un look assez particulier, en fait elle est vraiment super confortable en main. Je retrouve un petit peu le feeling des manettes Xbox que j'aime beaucoup, et franchement elle fait vraiment quali, et ça passe notamment par un système de vibration haptique ultra précis. Vraiment c'est très très solide. On a également un gyroscope et 2 pavés tactiles, bref c'est très complet, plus complet qu'une manette de Xbox, mais c'est aussi plus cher puisque ça coûte 99€. Allez, on s'attaque au cœur du sujet de la Steam Machine, c'est performance en jeu. Mais avant tout, petit rappel de la fiche technique. La Steam Machine se base sur 2 architectures processeurs et graphiques de la génération précédente chez AMD, Zen 4 et RDNA 3. Un processeur de 6 cœurs physiques et 12 cœurs virtuels cadencés jusqu'à 4,8 GHz, et une puce graphique dédiée équivalente à une Radeon RX 7600 ou à une RTX, donc de chez Nvidia, 4060. Bref, l'entrée de gamme de la génération précédente donc. Associez tout ça à 16 Go de RAM en DDR5 et un SSD NVMe, tous les deux upgradables, et vous avez la Steam Machine. On le savait à l'annonce de cette fiche technique, malheureusement, Valve part déjà avec un petit cran de retard en termes de configuration. Nous avons donc testé 6 jeux dans 3 définitions différentes, 1080p, 1440p et 4K avec le FSR, pour tester la promesse de Valve sur l'expérience de salon. En réglage élevé pour tous les titres et sans activer les options de ray tracing, les performances dépendent grandement de l'optimisation des moteurs graphiques. En 1080p, on peut aisément atteindre les 80 FPS sur de nombreux titres, comme Resident Evil Requiem, Baldur's Gate 3 ou encore Cyberpunk 2077. En 1440p, c'est un petit peu plus compliqué. Ici, il faudra peut-être jouer un petit peu avec les réglages pour espérer tenir les 60 FPS. Et d'ailleurs, on peine à dépasser les 50 FPS dans certains jeux comme Ratchet & Clank, Control et surtout Black Myth Wukong, qui est le jeu qui en pâtit le plus. Lui qui tourne sous Unreal Engine, en 1440p, on est autour des 30 FPS, et ce, sans ray tracing.
En 4K, en activant le FSR, les résultats sont aussi très variables. On a forcé la dernière version, le FSR 4, pour profiter d'une qualité d'image nettement supérieure au prix de performance un petit peu moins élevé, et nous n'avons réussi à dépasser les 60 FPS que dans les jeux vraiment les moins gourmands de notre liste. Le FSR 3, quant à lui, donne de meilleurs résultats en termes de fluidité. On peut plus facilement atteindre les 50 FPS en 4K, exception faite des jeux plus gourmands comme Resident Evil, où on sera plutôt autour des 40 FPS. Bref, si vous voulez jouer confortablement en 4K ou en 1440p, eh ben il faudra bien souvent sacrifier la qualité graphique et se régler plutôt sur les pré-réglages bas ou moyens. D'ailleurs, j'ai été un petit peu méchant avec la console, j'ai voulu voir ce qui se passait si je mettais Resident Evil Requiem vraiment au maximum, et là clairement la console elle a pas trop aimé, on est descendu à 1 FPS, 0 FPS, et tout ça avec des glitches graphiques. Bref, on a complètement saturé la VRAM et ça marchait plus du tout. Heureusement la console répondait encore et on a pu quitter le jeu pour revenir au menu principal puis le relancer avec des réglages un peu plus faibles. Par contre j'ai noté un truc, c'est que même en poussant la console dans ses retranchements sur Cyberpunk avec toutes les options à fond où le jeu tournait à 15 FPS, et ben même comme ça la console était ultra silencieuse. Franchement c'est assez bluffant. Faut dire que quand on regarde à quoi ressemble le système de refroidissement, on a quand même une grosse partie de la console qui est en fait un énorme radiateur. On sent que Valve a bien bossé sur l'aspect refroidissement de sa console. Bref, la conclusion de la partie performance, c'est que malheureusement cette console accuse déjà son âge alors qu'elle vient de sortir, et ça n'augure rien de bon pour son avenir puisque cette console se dédie avant tout aux jeux vidéo. Et même si avec le Steam Deck on a vu qu'on pouvait compter sur les équipes de Valve pour optimiser avec le temps et avec plein de mises à jour les performances de leur console, eh bien cette Steam Machine elle arrive déjà bien plus mature que le Steam Deck de 2022, et donc on n'attend pas vraiment de miracle de ce côté-là. Pour moi, c'est là où se trouve vraiment la force de cette console. La Steam Machine a beau faire tourner des jeux conçus pour Windows, elle tourne sous SteamOS, le système d'exploitation maison de Valve, qu'on connaissait déjà sur le Steam Deck depuis 2022. SteamOS, c'est en quelque sorte une surcouche à Linux, et ça repose sur l'immense travail de la communauté open source et des ingénieurs de Valve pour permettre de jouer à l'immense majorité du catalogue de Steam dans des conditions idéales. Et pour réussir à faire ça, la botte secrète de SteamOS, c'est Proton, un genre de traducteur permettant de lancer des logiciels Windows sur Linux. Alors niveau compatibilité, c'est pas tout rose non plus. Il existe encore des jeux PC qui ne pourront tout simplement pas tourner sur cette machine. Mais Valve a repris son système de vérification déjà présent sur le Steam Deck, qui permet de voir en un clin d'œil si tel ou tel jeu est plus ou moins optimisé ou ne tourne peut-être pas du tout sur la Steam Machine. On pourra quand même regretter de ne pas avoir à disposition une liste de jeux totalement optimisés pour la Steam Machine, mais on espère que des pré-réglages dédiés feront leur apparition dans des jeux un petit peu comme ce qu'on peut voir dans Cyberpunk par exemple avec le mode Steam Deck. À vous de jouer les développeurs. En attendant, il faudra se contenter des réglages par défaut, et si ça marche pas bien, il faudra aller bidouiller par vous-même dans les réglages du jeu pour optimiser les performances et la qualité selon vos préférences. En revanche, niveau expérience utilisateur, là c'est très solide. Les habitués du Steam Deck ne seront pas dépaysés et les nouveaux joueurs profiteront d'une interface qui n'a clairement rien à envier aux autres consoles de salon, celles de Sony et de Microsoft. Le premier démarrage offre des instructions claires pour connecter la console à internet, à un compte Steam et même à une manette tierce ou à un combo clavier-souris. Bref, l'utilisateur n'est jamais perdu quant à la configuration à adopter, le système de setup au poil. Naviguer dans sa bibliothèque, lancer ses téléchargements ou parcourir le store pour se procurer de nouveaux jeux, tout a été pensé pour une utilisation 100% manette, et ça marche très bien. Valve a clairement perfectionné sa formule au cours de ces dernières années, et aujourd'hui, on n'a plus grand chose à reprocher à SteamOS sur sa facilité d'utilisation. Malgré tout, ne vous inquiétez pas, on garde quand même un sérieux côté nerd sur SteamOS, bien plus nerd que ce qu'on peut avoir sur des PS5 ou des Xbox Series X. Typiquement, vous pouvez activer un monitoring complet avec des graphiques et tout de vos performances en jeu, directement depuis le menu latéral de la console, et vous pouvez aussi vous perdre dans pas mal de menus, notamment les options de lancement de votre jeu, là où vous allez pouvoir forcer une résolution maximale supérieure pour votre jeu, ou également changer la version de Proton utilisée. Bref, clairement pas un menu pour monsieur et madame tout le monde. Et ça va encore plus loin puisqu'on a carrément la possibilité de passer en mode bureau, un mode qui propose une vraie interface PC avec un explorateur de fichiers, un navigateur internet, et en fait à peu près tout ce que vous voulez tant que c'est compatible avec Linux. Et grâce à ce mode bureau, vous pourrez faire de cette console un véritable ordinateur hyper polyvalent. Mais on n'a même pas encore parlé du plus gros avantage peut-être de cette console par rapport au PS5 et au Xbox Series X, c'est que là-dessus, vous pouvez installer Windows. Valve fournit carrément les pilotes pour le faire proprement, mais ne permet pas encore le dual boot, donc vous pourrez pas encore switcher facilement entre SteamOS et Windows. D'ailleurs en ce sens, la Steam Machine est plus proche d'un PC que d'une console, même si SteamOS tente de brouiller les pistes. Comment parler de la Steam Machine sans parler de son prix ? On peut pas en fait. Valve comptait positionner sa console sur un PC équivalent et on sait maintenant que, initialement, le tarif visé tournait autour des 750 €. Mais il s'est passé un truc, la crise de la RAM,
c'est moche. Tout le secteur s'est retrouvé frappé de plein fouet par une nouvelle réalité, la RAM ça coûte super cher maintenant, et malheureusement Valve n'a pas forcément les contacts privilégiés que peuvent avoir des Sony avec PlayStation ou des Microsoft avec Xbox, et donc le prix, il a fait stonks. Résultat, bye bye les 750 €, on a une machine avec un prix d'entrée de 1039 €, qui propose donc 512 Go de stockage, c'est pas beaucoup, mais heureusement vous pourrez monter à 2 Tera de stockage pour un prix de, tenez-vous bien, 1359 €. Là ça commence à piquer sévèrement. Et rappelons que Valve ne dispose malheureusement pas des mêmes atouts financiers que Sony avec la PlayStation ou Microsoft avec Xbox, avec leur écosystème fermé assurant des investissements en jeu et leur système d'abonnement directement sur leur plateforme. Valve considère ce modèle économique comme incompatible avec le monde du PC gaming et je dois dire que je suis assez d'accord. Parce qu'ici, vous pouvez très bien acheter vos jeux sur Steam, mais rien ne vous empêche de les acheter aussi sur Instant Gaming, G2A, etc. On connaît. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais si vous voulez vraiment profiter d'une liberté totale quant à la plateforme sur laquelle vous achetez vos jeux, donc on a Steam, EA Play, Ubisoft Connect, Epic Games ou encore Battle.net, si vous voulez tout ça, alors oui, il y a moyen avec SteamOS de bidouiller un petit peu pour que ça marche, mais peut-être que le plus simple sera d'installer Windows. Bref, on va se le dire, Valve a peut-être sorti malheureusement sa console au pire moment possible. Elle a pris quasiment 300 balles entre son annonce et la réalité, et on a beau adorer ce petit cube chez Frandroid, on a du mal à lui trouver une place dans l'échiquier des PC et des consoles de jeux en 2026. Aussi puissante qu'une PS5 mais plus chère qu'une PS5 Pro, elle a l'avantage de sa compatibilité avec l'écosystème Steam et ses milliers de jeux avec des réductions super intéressantes, mais on ne peut pas s'empêcher de penser qu'avec ce rapport performance-prix, elle ne s'adresse peut-être finalement qu'à une petite niche de gamers technophiles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas d'ailleurs si vous en avez d'autres à les poser en commentaire. Laissez un petit like, abonnez-vous pour ne pas louper les futures vidéos de Frandroid, et quant à moi je vous dis à la prochaine. Ciao.